Bonjour, donc aujourd'hui je vais vous présenter brièvement quelques diapositives sur un élément très utile en master recherche autour de la question suivante. Donc quand vous faites une recherche, notamment une recherche de terrain, il faut d'abord clarifier qu'est-ce que vous voulez. Et en gros, il y a deux grandes catégories d'approches qui sont associées à des outils, qui sont l'exploration ou la vérification. Avant de commencer, 3 points à signaler. Premier point, si vous trouvez que les schémas sont écrits trop petits ou difficilement lisibles, la solution est de choisir le mode haute définition, donc 720p, en bas à droite de cette fenêtre. Autre chose à faire, mettez la vidéo en mode plein écran en utilisant le bouton adapté. Deuxième chose à signaler, si après cette formation vous voulez en savoir plus, vous pouvez retrouver tous les cours sous divers formats, PDF, Flash, PowerPoint, sur mon site. Et la troisième chose que je dois préciser, c'est que ce cours est distribué sous licence libre, Creative Commons, ce qui veut dire que vous pouvez le réutiliser dans un cadre non commercial. Vous pouvez également reprendre les diapositives à condition de publier le travail final sous la même licence. Alors, quand on commence à une recherche, donc la première question que je vous recommande de vous poser, c'est de savoir quelle est la nature de votre recherche. Est-ce que vous conduisez une étude exploratoire? Donc ça veut dire en fait que vous avez une situation et cette situation, vous souhaitez notamment la décrire. Ou alors, est-ce que vous faites une étude confirmatoire? Et donc concrètement, une étude confirmatoire, ça veut dire que vous avez une idée ou un modèle et que vous souhaitez le vérifier et donc éventuellement le réfuter, comme on l'a vu dans le cours sur les critères de scientificité et la question poppérienne du réfutationnisme. Alors l'idée, c'est qu'il y a deux grandes familles d'approches. Et ces familles d'approches fonctionnent dans des logiques différentes. Donc par exemple, selon que vous voulez explorer ou vérifier, vous n'avez pas les mêmes démarches de recueil de données. Quand vous voulez explorer, vous allez chercher des méthodes qui vous permettent d'avoir d'une situation la représentation la plus riche possible. Quand vous cherchez à vérifier, vous avez une théorie, et vous allez chercher uniquement les données qui vont vous permettre de confirmer ou d'infirmer cette théorie. Et donc à ce moment-là, vous êtes dans une logique de validation. De même, une fois qu'on a fait les recueils, on n'a pas les mêmes outils d'analyse. Donc dans le premier cas, on va utiliser des outils exploratoires, des outils descriptifs. Donc je vous montrerai par exemple qu'est-ce que c'est que les statistiques descriptives. Et puis dans le deuxième cas, on va utiliser d'autres types d'outils qui notamment vont permettre de tester des relations. Donc on a des variables, on les connaît et on essaie de prouver qu'il y a une relation statistique entre ces variables. Donc regardons cela de plus près maintenant. Alors tout d'abord, je vais vous parler du cas d'une étude exploratoire. Voilà un exemple de données que vous pouvez obtenir dans ce type d'étude. Donc ce que vous avez ici, d'ailleurs on reviendra en fait sur cet ensemble de données. Ce que vous avez ici, c'est un tableau dans lequel vous étudiez un phénomène qui est par exemple le choix par les élèves de troisième année d'une filière et d'une option de spécialisation. Et donc la question qu'on se pose, c'est, voyez, vous avez ici une filière entrepreneuriat. Comment l'entrepreneuriat se croise-t-il avec les différentes options techniques qu'on peut choisir? Et vous voyez que dans certains cas, vous avez des croisements assez forts, par exemple entre le gestion audit et l'informatique de gestion, ou ici entre l'aménagement et le génie civil. Donc vous êtes devant ce tableau de données, et donc la question que vous vous posez, c'est comment est-ce que je peux tirer du sens de ce que j'observe. Alors dans ce cas-là, on utilise très souvent une méthode qui s'appelle l'analyse factorielle des correspondances.
donc méthode qui est disponible dans un cours en vidéo sur ce site. Alors en quelques mots, de quoi s'agit-il? Il s'agit de reprendre le tableau que je vous ai montré sur la diapositive précédente et de faire ceci. Et ça, c'est ce que l'on appelle un mapping. Et donc en fait, on va transformer le tableau en un graphe. Et donc vous voyez sur ce graphe, vous avez un axe 1, un axe 2, et l'axe va représenter sous forme graphique le contenu du tableau. Et il va permettre d'extraire des axes de signification. Alors là, bien sûr, je ne vais pas vous faire l'interprétation, mais dans le cours sur l'analyse factorielle des correspondances, j'en propose une. Autre exemple, très souvent, quand vous faites de l'exploration, ce que vous recueillez, ce sont des données de type textuel. Donc concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? C'est des mots. Donc typiquement, vous faites des entretiens. Et ces entretiens, bien sûr, vous ne vous contentez pas d'écouter ce que la personne vous dit, mais vous transcrivez ce qui est dit pour pouvoir l'analyser ensuite. Ou alors, bien sûr, vous pouvez analyser des textes, des articles, des documentations, des comptes rendus de réunions. Et donc tout ça, c'est des données qui sont sous forme textuelle. Et donc la question, c'est quand on a un gros paquet de données sous forme textuelle, qu'est-ce qu'on peut faire avec quand on fait une analyse exploratoire? Alors voilà un exemple de traitement de grande masse de texte. Donc au tout début, vous vous constituez une base de données. Donc ici, c'est une grosse base de données documentaire. Sur cette base de données, il faut d'abord un pré-traitement pour la mettre dans des formats convenables. Et puis ensuite, on va faire une cartographie des documents. Alors, autre exemple, vous avez un logiciel qui s'appelle NVivo. Donc si vous voulez en savoir plus, vous pouvez éventuellement suivre le lien. C'est un logiciel qui est fait uniquement pour traiter des données qui sont des données en fait qui ne sont pas traitables directement statistiquement mais qui nécessitent un peu de manipulation humaine. Donc NVivo par exemple peut vous permettre de récupérer des textes d'entretien, des documents. Vous pouvez aussi vous en servir en regardant une vidéo et en même temps vous allez prendre des notes. Bref, c'est un logiciel qui permet de faire de l'analyse exploratoire. D'ailleurs, il ne permet pas de faire que ça, mais il est particulièrement bon pour ce type d'analyse. Donc quand vous avez des entretiens, vous pouvez les collecter et ensuite les traiter avec NVivo pour essayer d'en tirer des informations supplémentaires. Bon, en somme, quand vous faites une étude donc exploratoire ou descriptive, l'objectif, vous avez un phénomène, c'est de le décrire le mieux possible, c'est d'explorer ces différents aspects, et puis par exemple, c'est d'essayer de bâtir une typologie, donc de trouver des catégories de choses qui se passent, des catégories de culture, des catégories d'attitudes qui sont en relation les unes avec les autres. Et pour ce cas, on utilise des statistiques descriptives. Donc je vous ai parlé de l'analyse factorielle des correspondances, mais il en existe d'autres. Par exemple, si vous avez des données métriques, donc là sur les types de données entre données nominales et données métriques, je reviendrai dans mon cours sur les hypothèses. Et puis sinon, on fait tout simplement ce qu'on appelle de l'analyse de contenu. Donc l'analyse de contenu, ça consiste à prendre un entretien, un texte, et puis à l'utiliser pour essayer d'en tirer des informations. Donc par exemple, on fait souvent ce qu'on appelle des études de cas. Donc on va décrire une situation, et à partir de plusieurs études de cas, on va essayer de trouver des régularités. Alors ce qu'il faut remarquer, c'est que surtout quand on fait de l'exploratoire, l'utilisation de l'ordinateur n'est pas forcément la seule solution. Le principal outil qu'on utilise quand on fait de l'exploratoire, c'est son cerveau. Parce qu'on a besoin d'un système qui soit suffisamment flexible, suffisamment ouvert, et pour ça, rien de mieux que de réfléchir et puis d'utiliser des méthodes un peu systématiques. Alors parmi ces méthodes, vous avez par exemple le fait de faire des cartes conceptuelles, d'essayer de mettre des éléments en relation. Après, éventuellement, avec NVivo, on peut même essayer de faire de la quantification du nombre de cas qu'on a, de co-occurrence de chaque concept, par exemple. Voilà, donc ça, c'est pour la première approche, l'approche exploratoire.
deuxième cas, le confirmatoire. Alors le confirmatoire, c'est très différent. On est là vraiment dans une autre manière de travailler. Alors voici un exemple de théorie. Donc là, ce que je vous présente, c'est une théorie qui a été proposée par un chercheur qui s'appelle Ashzen. Et donc il a décidé de travailler sur quelque chose dont on a l'impression que c'est pas évident de l'analyser, c'est les comportements des gens. Donc il va étudier par exemple qu'est-ce qui fait qu'une personne va arrêter de fumer. Et donc Ashzen dit voilà, sur ce type de choses, on peut proposer des théories. Alors voilà ce que la théorie que propose Ashzen. La théorie d'Ashzen repose sur l'hypothèse que vous avez un comportement et que ce comportement ne peut exister que s'il y a au préalable une intention. Donc c'est pour ça que c'est la théorie du comportement planifié. C'est qu'on étudie non pas le lien entre l'intention et le comportement, mais avant tout la genèse de l'intention. Qu'est-ce qui fait qu'on prend la décision d'arrêter de fumer? Et bien sûr, à quel point est-ce qu'elle va être forte? Et donc, ce que dit Ashzen, c'est, Ashzen dit, voilà, moi j'ai un modèle de causalité, il y a trois grands types de choses qui vont influer sur la genèse de l'intention. Première chose, c'est l'attitude par rapport au comportement. Donc par exemple, si ce comportement c'est fumer, eh bien vous allez concevoir un questionnaire et puis poser des questions comme par exemple, croyez-vous que fumer est bon pour la santé? Ou croyez-vous que ça donne des dents jaunes, etc. Donc là, on est dans des variables qui vont influer sur le fait qu'on trouve que l'attitude est bonne ou mauvaise. Ok? Donc vous avez cette théorie et bien sûr vous allez étudier quelles sont les croyances de la personne par rapport à cette théorie. Deuxième facteur, les normes sociales. Alors les normes sociales, c'est une autre manière d'aborder la question. C'est le fait de dire que les gens vont par exemple arrêter de fumer, non pas parce que eux ils trouvent que c'est mauvais, mais parce que les gens qui les entourent vont les y pousser. Donc dans cette théorie des normes, on va s'intéresser par exemple à cibler quels sont pour une personne les gens qu'elle considère importants. Donc on va lui demander dans votre vie quels sont les gens qui comptent. Alors je sais pas, ma femme, mes enfants, je suis enceinte, mon bébé, etc. Et donc à partir de ces normes qui viennent des autres, on va poser une question sur, par exemple, qu'est-ce que ma femme pense du fait que je fume? Et donc la théorie derrière, c'est que les intentions viennent non pas de ce qu'on pense d'un comportement, mais de ce que les autres nous poussent à faire. Vous voyez? Donc là, on est dans une approche qui est très sociale. Et puis enfin, et d'ailleurs c'est en cela que le modèle d'Ashzen est original, c'est qu'Ashzen ajoute par rapport au modèle qui existait avant un troisième facteur qui est très intéressant, qui est ce qu'on appelle la capacité à contrôler le comportement. Alors, de quoi s'agit-il? Il s'agit du sentiment qu'on peut réussir. Et donc ce que se dit Ashzen, c'est que l'attitude c'est intéressant, les normes sociales sont intéressantes, mais Ashzen dit qu'on ne peut émettre l'intention de faire un comportement que si on croit qu'on peut réussir. D'accord? Donc c'est ce qu'on appelle le sentiment d'auto-efficacité. Et donc l'idée c'est de dire je peux le faire, donc j'essaie. Et bien sûr, bien entendu, vous doutez que les gens qui pensent qu'ils ne sont pas capables de décrocher du tabac, ils ne vont pas émettre l'intention. Donc bref, vous voyez ici, on a un modèle. Et ce modèle est applicable à plein de situations. Dès que vous faites des situations de changement sur, l'utilisation, le fait de faire du sport, etc., vous pouvez utiliser ce modèle. Donc c'est un modèle qui est assez puissant. Et c'est un modèle de causalité. Et donc, grâce à ce modèle, on va pouvoir construire des grilles de questions qu'on va poser. Et ensuite, on va regarder des corrélations statistiques entre le fait d'avoir l'intention, les attitudes, les normes sociales et ce fameux sentiment d'auto-efficacité. Donc voilà un exemple de théorie. Alors, dans ces familles de méthodes, on a par exemple ce qu'on appelle les équations structurelles. Donc la méthode des équations structurelles consiste en fait à essayer de trouver par rapport à un problème. Donc là vous avez une étude qui analyse la manière dont les gens sont impliqués dans leur travail
par rapport à un certain nombre de caractéristiques culturelles et relatives à leur vie. Donc word commitment, c'est l'implication au travail. Donc là, le chercheur teste si c'est lié à l'attitude par rapport à l'école, par rapport au rôle traditionnel des hommes et des femmes et par rapport à l'attachement régional. Donc là, pourquoi pas, vous voyez, vous avez un modèle qui vous permet de poser un certain nombre de questions et de tester ensuite si oui ou non il y a des relations entre diverses variables. Donc là, on est dans une étude de causalité. Autre exemple, vous avez des études de causalité qui se font de manière, on va dire, moins sérieuse, mais tout aussi intéressante. Par exemple, ici, vous avez l'utilisation d'un outil de qualité qui est le diagramme cause-effet. Et donc, dans le diagramme cause-effet, on est dans l'idée qu'on a ici un effet que l'on connaît, et puis on va chercher diverses catégories de causes qui vont pouvoir déclencher cet effet. Donc à ce sujet-là, vous voyez éventuellement mon cours sur les méthodes de résolution de problèmes sur ce qu'on appelle les diagrammes 5 ou 6M, et donc qui explique ce type de logique. Voilà, donc pour terminer, je résume. Lorsque vous faites du confirmatoire, donc vous avez un modèle en tête, ce modèle vous souhaitez le tester. L'objectif ici, c'est de tester une corrélation entre des variables. C'est à partir d'un modèle théorique qui vous est proposé, c'est de valider ou d'invalider ce modèle. On va utiliser pour ce faire des tests statistiques. Donc je peux vous en citer quelques-uns, mais il en existe de très nombreux. Donc bien sûr, vous avez l'outil que vous connaissez tous, c'est la corrélation. Donc c'est l'idée de voir si deux variables sont liées, mais il y a des méthodes beaucoup plus sophistiquées comme l'analyse de la variance. On peut également faire des plans d'expérience, etc. Mais donc là vous voyez, dans cette approche, vous avez un modèle et votre point de départ, c'est ce modèle que vous voulez tester. Voilà, donc j'en ai fini. Et donc je vous recommande de passer ensuite à d'autres petits cours que je propose. Donc ceux sur les démarches de collecte de données, qui sont d'ailleurs assez développés, notamment celui sur la conception de questionnaires, celui sur la validité et la fiabilité, et il y a également celui sur la vérification des hypothèses. Voilà, donc il ne me reste plus qu'à vous remercier de votre attention.